blanc en attendant que les gens participent. Ok, Voilà. Ah, je chouette, il y a Lille qui va venir. trop bien. Mm. Et voilà, on est en live. Participe. Ok, Du coup, je te laisse éteindre le voilà. son et on Ouais, sera bon. comment je fais? Attends, j'arrive. Ah, chouette, il y a Lille qui va venir. Ça y est. T'inquiète pas, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, vas-y, petit ordinateur. Ça me fait rire comme ça, le monde entier va savoir que je suis contente qu'il y a Lille qui vient au live. C'est Et un sujet dont on a discuté pas plus tard qu'hier. Donc, hmm. C'est cool. L'univers, tout se recoupe. mm. Ok, et bah du coup, je te propose qu'on se lance. Mhm. Est-ce que tu as envie de te... En fait, c'est même pas une vraie question, c'est je te propose de te présenter d'abord. Présente-toi, dis qui tu es, et puis après, je dirai pourquoi je t'ai invité et pourquoi on a choisi ce thème. Ok. Alors, bah, je m'appelle Célia. On s'est rencontrées toutes les deux à Woman Up en mai 2019 déjà. Et depuis, on se croise et se recroise sur les internets parce que on a suivi des programmes de coaching similaires. On était slash est toutes les deux coachs, aspirantes coach, voilà. Accompagnante. Et sinon, ce qui est important de savoir, c'est que je suis prof de yoga. Je le serai officiellement à la rentrée parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Et ce qui est très important de savoir aussi, c'est que je viens juste de changer de vie un peu et de déménager en pleine montagne. Et voilà, où j'espère créer et développer de belles choses autour du yoga, de l'accompagnement, de la magie, tout ça. Cool, super. Et À j'adore la parler fin du... d'amour de moi. Et quoi, pardon? Je t'ai Et coupé. j'adore parler d'amour de soi. Ah yes, bah, Un gros je vais en chemin parler. inconscient depuis très longtemps. C'est cool. À la fin du live, tu diras où est-ce que les gens ils peuvent te suivre. Et si tu veux les renvoyer vers quelque chose, bah, par exemple ta newsletter ou ce genre de choses. Ok. Voilà. En attendant qu'ils arrivent tranquillement et qu'ils s'installent. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler du mythe de Narcisse et de pourquoi le monde moderne l'a complètement travesti pour en faire un sujet de psychanalyse bif-bof. Hmm, Je ferai la le même. défiguration. Ouais. Je ferai à peu près le même type de live avec Johan sur le mythe d'Oedipe, parce que du coup, c'est pareil. C'est le même, à peu près la même histoire. Et en fait, du coup, pourquoi j'ai pensé à Célia par rapport au mythe de Narcisse? Parce que, enfin, moi, ce que j'ai vraiment fait et avancé dans ma manière de réfléchir grâce à Célia, c'est tout le rapport au corps. En fait, c'est vraiment recorporaliser le développement personnel. Et du coup, ça, c'était vraiment quelque chose de très pivot pour moi, parce que du coup, bah, je suis quelqu'un qui est très dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête. Et le fait de parfois être en capacité de redescendre dans son corps, bah, ça m'a ouvert, plein de nouvelles portes dans la vie et c'est ce qui a déclenché, en fait, le fait que j'ai eu envie de relire le mythe de Narcisse et de recomprendre un peu, tous les cours que j'avais eus dessus et tout. Parce que je me souviens que le mythe de Narcisse et c'est pareil avec un autre mythe, le mythe de celui qui fait une statue là et qu'elle prend vie, et il se marie. Bon, je vous la chercherai après. Mais du coup, le mythe de Narcisse, il y a vraiment beaucoup de liens comme ça entre l'amour de soi, l'amour de son corps, l'amour des autres et tout. Et du coup, bah, j'avais vraiment très très envie d'aborder le sujet avec Célia aujourd'hui. Et en plus de là, bah, juste avant, on a parlé un petit peu de ce qu'on allait dire pendant le live. Et du coup, on a de la matière, ça. Vous inquiétez pas, on a plein de trucs à dire. Est-ce que tu veux raconter, Célia, le mythe de Narcisse tel que tu le connais? Et après, du coup, je vous parlerai en termes de sources. Pourquoi est-ce que le mythe de Narcisse est un des seuls mythes duquel on a à peu près qu'une seule version? Ouais, et puis arrête-moi si jamais il y a un détail, un Ah bah bien oubli ou sûr. ce genre de choses. Mm. Alors, j'ai des petites notes.
J'en étais sûre. Alors, Narcisse, c'est vraiment un personnage comme il y en a d'autres dans les mythes grecs. C'est vraiment ce jeune éphèbe. C'est le fils d'une nymphe et d'un fleuve. Je ne connais pas les noms, mais peut-être que toi tu Oui. les connais. En fait, la nymphe, elle s'appelle, attends, j'ai renoté son nom. La nymphe s'appelle Lyriopée. Mhm. Du coup, l'histoire de la naissance de Narcisse, elle est assez dégueu, ben, très, 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 très typique de la mythologie, parce qu'en fait, il est né du viol des différentes divinités des fleuves dans lesquels se baignait l'Éthiopée. Non, Lyopée, comment je dis? L'Iriopée, voilà. Voilà, donc ça c'est pour la naissance de Narcisse. Déjà, on commence sur des belles bases. Mhm. Et c'est important en plus sur l'interprétation de la punition de Narcisse. Enfin, bon, bref. Exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est naissance dans des conditions tragiques, comme ça peut arriver dans les tragédies grecques. Surtout quand ça Euh, parle de divinité des eaux. oui, oui, c'est vrai. Voilà, donc Narcisse est incroyablement beau. C'est vraiment, il est d'une beauté éclatante. Euh, en fait, c'est la première partie du mythe avec Echo. Je ne sais pas si tu veux. Pour moi, elle est importante, même si je la connais pas très bien, donc j'espère que j'ai bien la raconter. Mais en gros, Echo, c'est une entité qui avant avait un corps et qui, parce que elle avait donc une bouche et elle était d'ailleurs assez bavarde, et en fait, elle retenait par ses conversations Junon, qui essayait d'aller dans la montagne pour choper Jupiter en train d'être en plein ébat avec des nymphes. Et donc un jour, Junon s'est rendu compte de la duplicité d'Écho et l'a condamné à ne plus pouvoir s'exprimer en son nom propre. Et du coup, Écho ne peut que répéter la fin de la phrase de son interlocuteur ou de son interlocutrice. Et donc c'est important parce que dans le mythe, parce qu'on en parlera, c'est la première partie du mythe de Narcisse, c'est cette rencontre, ou du coup cette fausse rencontre entre Narcisse et Écho, qui tombe éperdument amoureuse de ce jeune homme extrêmement beau. Euh, et en fait, dans le dialogue qu'il y a entre Narcisse et Écho, ça devient très clair que Echo cherche vraiment, est submergé de désir pour Narcisse et cherche vraiment à le posséder. Et lui, c'est la première fois du coup qu'il s'échappe de ça et qui refuse et qui rejette les avances d'une divinité, quelle qu'elle soit. Et on en parlera après, mais cette espèce de fausse rencontre entre Narcisse, qui est très innocent, très naïf, qui se connaît peu, et Echo, qui ne peut rencontrer personne en fait, parce qu'elle peut que répéter la fin de la phrase des autres. Enfin voilà, on en parlera sur ce que ça veut dire d'avoir une identité, de rencontrer quelqu'un. Donc il y a ça. Et s'ensuit un peu plusieurs moments comme ça où Narcisse est conduit, notamment des jeunes nymphes qui tombent amoureuses de lui. Et, et donc il y en a une, je ne sais pas son nom non plus, qui demande en tout cas vengeance, une vengeance divine. Et donc c'est là que commence un peu où ça commence à partir en cacahuète pour Narcisse, c'est qu'il se retrouve au bord de cette fameuse source d'eau. Et alors qu'il se penche pour étancher sa soif, il y a Ovid qui dit il y a une autre soif qui grandit en lui, et c'est là que ça parle de désir, c'est-à-dire qu'il voit un reflet et il voit une personne, un corps, un visage euh, qui est tellement beau, qui sent monter en lui un désir immense, et que pour aller le chercher, il essaye de l'attraper et il finit par tomber dans l'eau et mourir. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Et la fin du mythe, elle est importante aussi symboliquement. C'est que quand on cherche à retrouver le corps de Narcisse, on ne retrouve pas son corps, on trouve à la place des fleurs de Narcisse. Yes. Et voilà pour le Ouais, mythe. cool.
Alors, du coup, là, tu vois, c'est hyper intéressant parce que on est dans un mythe où la principale version qu'on a récupérée, c'est celle d'Ovide. Et du coup, bah, celle d'Ovide, en plus, c'est une version que nous, dans les lettres classiques, on appelle une version moderne parce que c'est une version Mmh. latine. Et alors que Narcisse, en fait, il est vraiment, ça, enfin, il y a des historiens de l'art qui ont prouvé qu'il y avait un énorme culte à Narcisse dans la société grecque et même aussi dans la société latine. Et aujourd'hui, si tu veux, on n'arrive pas, enfin, c'est pas qu'on n'arrive pas à définir pourquoi il y avait un tel engouement religieux autour de Narcisse, mais il fait sûrement partie de ce qu'on appelle les divinités des mystères, qui est un type de religion qu'il y avait à l'époque grecque, avec des divinités un peu, comment dire, autour du panthéon classique et dont la postérité était que orale. Du coup, on a perdu tout ce qui concernait les mystères, on sait rien. Mmh. Et le narcisse, en fait, c'est très très important dans l'imaginaire de la mythologie grecque. Et du coup, moi, ce que j'avais envie de vous raconter, c'est le fait que la fleur de narcisse, elle représente vraiment le désir vécu entre plusieurs personnes, enfin, plusieurs individus qui se côtoient. Et notamment, il y a le passage le plus célèbre qui est lié à une fleur de narcisse, qui est dans le début de l'hymne à Déméter, écrit par Homère, où en fait, la raison pour laquelle comment Perséphone se fait enlever par Hadès, c'est parce qu'en fait, elle s'approche d'un narcisse, qu'elle en tombe éperdument amoureuse, et du coup, Hadès sort du narcisse pour venir l'enlever. Et du coup, il y a toute une scène où il y a une description hyper claire de comment est-ce qu'elle regarde le narcisse, comment elle le touche, comment... Et voilà. Et donc, c'est, comment dire, une métaphore qui est assez claire sur le désir sexuel. Donc ça, Ouais. je pense que c'est important de le dire. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné dans le mythe de Narcisse, du coup, c'est cette idée que on a récupéré le texte entier uniquement d'Ovide. Et Ovide, bon, il faut savoir qu'Ovide, c'était un des meilleurs conteurs latins de son époque. Et il y a énormément de fragments de la mythologie qu'on connaît uniquement grâce à lui parce qu'il les a compilés dans ses métamorphoses. Et Ovide, il s'amusait beaucoup à être taquin avec la mythologie et comment dire, à glisser des messages en fait pour la société latine en Mmh. utilisant des mythes plus anciens que celui de sa civilisation. Et le mythe de Narcisse, par exemple, on est aujourd'hui capable de dire que Ovide l'a utilisé pour, comment dire, pour se moquer de la vengeance qu'il a eue de la part d'un des empereurs romains qui l'a exilé. Parce que du coup, la déesse qui entend les supplications des nymphes que Narcisse avait conduit, c'est la déesse qui s'appelle Némésis. Mmh. Dans l'histoire de ses poèmes, quand il parle d'un ou une Némésis, il fait souvent référence à l'empereur qui était au pouvoir à l'époque où lui-même existait, car il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Ovide était amoureux de la fille de l'empereur. Voilà, ça c'était pour un peu le contexte. Et du coup, je sais pas par quoi tu as envie de commencer en termes de thématiques, parce que du coup, on a pas mal de thématiques qu'on a envie d'aborder par rapport au mythe en lui-même. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu veux qu'on aborde en premier? Moi, je me dis, est-ce qu'on peut déjà refaire un petit peu un rappel de comment est-ce que nous, maintenant, enfin pas nous deux, mais Ouais, la aujourd'hui, société ça veut latine. dire quoi le narcisse? Enfin, comment on l'a appris à l'école, quoi. Enfin, Yes. Eh bien, nous l'apprenons grâce à la racine du mot narcissique, car en fait, la manière dont on a je pense qu'avec la postérité judéo-chrétienne, en fait, il y a vraiment, je pense que bon, je n'ai rien contre les religions, mais je pense que la religion judéo-chrétienne a quand même un problème avec le corps. Parce que mm, du coup, tous les mythes qui ressemblent un peu au mythe de Narcisse, sont transformés en quelque sorte en «péché» entre guillemets. Je ne sais pas si je vais trop loin en disant le mot péché, mais il y a vraiment cette idée que quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un qui s'aime au point de ne pas avoir d'espace pour aimer les autres. mm, Et du coup, c'est ouais, comme ça aujourd'hui qu'on interprète le mythe de Narcisse. mm.
Ouais, c'est ça, on l'interprète de façon, c'est quelqu'un qui est tellement excessivement attaché à sa propre image qu'il en meurt C'est et c'est ça. pas fait pour lui. Enfin, il y a un truc, tu joué avec le feu, tu voulu trop te kiffer et ben vlan, tu te noies. C'est ça, exactement. Et je pense que, tu vois, par exemple, moi, avant d'étudier le mythe de Narcisse, je savais pas que en fait, c'était un chasseur qui était sous la tutelle d'Artémis et qui, du coup, avait fait à moitié un vœu de chasteté et qui avait conduit plein de nymphes. Parce qu'au final, dans la version moderne du mythe, on le fait vraiment passer pour quelqu'un d'égocentrique du début à la fin. Mais oui, C'est-à-dire c'est que... ça. Ouais, c'est même s'il Mm, les conduit les nymphes, c'est parce qu'elles sont pas assez bien pour lui et que il s'en fout parce qu'il n'aime que lui. Enfin, c'est ça qui est. Alors exactement. que dans le mythe originel, c'est pas du tout pour ça qu'il les ait conduits. C'est ça. Bah, on a fait de Narcisse le bourreau, alors qu'en réalité, dans le mythe, il est censé avoir une posture de victime. Mais victime innocente, naïve au possible. Enfin, je sais pas si on l'a déjà dit, mais même cette figure du jeune éphèbe ou du jeune adolescent naïf qui a une mort symbolique ou une vraie mort d'ailleurs et qui se transforme en fleur, c'est vraiment tu sais, comment on dit, Un euh, archétype. ouais, un ressort scénaristique, tu vois, Ouais. des mythes qui revient et qui symbolise vraiment ouais, la mort symbolique du jeune adolescent, de l'enfance, enfin très naïve, qui se laisse, enfin, c'est pas lui qui est en charge, quoi. Enfin, Oui, ouais, c'est ça, exactement. Et c'est un truc en plus, c'est ce que je trouve génial, c'est que c'est, comment dire, tu as la version masculine et tu as la version féminine mm, de cette image, en fait. C'est vraiment, dans la mythologie, ils adorent utiliser les jeunes gens qui ont des idéaux pour symboliser comme ça des transformations ultimes et puis qui passent généralement par une forme de mort, quoi. mm. Et bah là, oui. Et quand tu dis alternative féminine, tu penses à quelqu'un? Ah, il y en a plein, il y en a Il y en a énormément. Il y a, par exemple, celle sur laquelle j'ai le plus travaillé, c'est la nymphe justement des roseaux. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a un prénom, mais je m'en souviens pas. Et en fait, c'est vraiment l'archétype même de la nymphe qui fait un vœu de chasteté et qui va fuir une divinité qui est excessive dans son désir au point d'avoir à en mourir. Et du coup, par mm, exemple, bon, moi j'ai beaucoup bossé sur le dieu Pan. Et du coup, cette nymphe qui fuit le dieu Pan, qui est fou de désir pour elle, et qui, arrivée dans le fleuve où elle voit qu'elle n'arrivera pas à fuir, préfère se donner la mort et se transformer en roseau plutôt que de subir le désir du dieu. mm, Et d'ailleurs, par exemple, la mort de cette nymphe-là, elle est vraiment au-delà du symbole parce que Pan, il y va jusqu'au point de couper les roseaux le roseau qu'elle est devenue pour en faire une flûte. Donc, de toute façon, que ce soit de manière symbolique ou de manière réelle, en fait, son désir la tue. mm. Bah, là, j'étais en train de me dire, il y a vraiment des, ouais, il y a des gros parallèles. Quand tu as dit son désir le tue, bah, pour Narcisse, c'est pareil. Et puis le côté, euh, je préfère me jeter. Enfin, peut-être que ça peut être une première thématique, mais Mm. moi, ce que j'avais vu, c'était vraiment que le mythe de Narcisse, il est tellement fécond. En fait, il parle de plein de choses. Il parle de désir, il parle de beauté, il parle de narcissisme positif, en fait. Enfin, en tout cas, l'erreur de Narcisse, justement, c'est de ne pas avoir été assez narcissique. Et en tout cas, dans ce que tu racontes là avec la nymphe des roseaux, moi, je vois vraiment euh, ce narcisse qui est tellement dans une quête absolue de beauté et qui désire tellement la complétude et l'unité en allant chercher la beauté que ce reflet lui renvoie que bah, il se noie et, et son désir le tue. Yes. Ah bah c'est le moment où j'ai envie de vous parler de... Alors, parce que du coup, il y a un super psychologue qui a fait une relecture du mythe de Narcisse. Et je voulais vous lire ce que j'ai récupéré comme info à ce sujet. Donc, c'est le psychothérapeute Thomas Moore qui... Alors, je vais vous lire le texte, hein. Il fait valoir que Narcisse est préoccupé de sa beauté, mais n'en est pas pleinement conscient et cherche toujours pour cette raison à se faire valoir auprès des autres, sans être capable de s'engager dans une relation. En d'autres termes, en elle-même, la manifestation d'amour-propre narcissique indique la capacité de s'aimer soi-même.
Sa rencontre avec la nymphe Écho, qui ne peut que lui renvoyer ses propres paroles et devant qui il recule, illustre le vide et la stérilité de ce rapport au monde. C'est lorsque Narcisse découvre, en se regardant dans la source, qu'il est vraiment beau, qu'il réussira à s'aimer pour lui-même, plutôt que de chercher la reconnaissance à l'extérieur. Advient alors une transformation profonde, symbolisée par sa mort et sa transformation en fleur, entre guillemets, mort de l'ego, épanouissement du soi. Je trouve ça Mm. génial parce que moi, c'est vraiment la lecture du mythe que j'aurais voulu qu'on ait dans notre société. Mm. Mais alors, du coup, moi, j'en ai une autre. J'ai Ouais, pas fait exactement la même. Pour mais j'aime beaucoup la tienne aussi. Ouais, ouais. Pour moi, justement, Narcisse, il est tellement innocent et il est tellement pur que son drame, c'est qu'il ne se reconnaît pas dans le reflet. Mm. Il voit, encore une fois, un visage extrêmement beau pour qui devient fou de désir, blablabla, tout ce que j'ai dit, mais il ne reconnaît pas sa propre beauté. Il ne sait pas que c'est lui. Et c'est ça le grand drame. En fait, il sait pas. Et j'aime Donc, beaucoup ta lecture. ouais. J'aime beaucoup ta lecture du mythe parce que je trouve que ça apporte toute une autre vision aussi de sa rencontre avec Écho. Et du coup, si Ovide met tellement en face sa rencontre avec Écho, c'est vraiment pas par hasard. Et je pense que Ovide, il aimait bien faire de l'ironie aussi, de l'ironie un peu, tu sais, tu rigoles, mais tu rigoles jaune. Et en fait, ce qui est intéressant dans la rencontre entre Écho et Narcisse, c'est que Narcisse se rend pas compte que c'est la fin de ses phrases qu'elle répète. Il a Mm, vraiment l'impression d'avoir une conversation, en fait. Du mm, coup, à la fois, il s'auto-fait peur à travers son propre discours, son propre monologue, et à la fois, comment dire, justement, il n'est pas capable de reconnaître l'amour et la bienveillance qu'il y a dans ses paroles. mm. Ouais, c'est vrai. Enfin, le dialogue, là, je l'ai pas. Je l'avais relu, mais je l'ai pas en tête. Mais Ovide, il a trop bien écrit le truc parce que justement, c'est des paroles très naïves de, de Narcisse qui dit où êtes-vous? Viens. Enfin, en gros, je ne te vois pas, quoi. Mm, Bonjour, mm. viens. Et bah, du coup, tout de suite, il y a viens. Et je sais qu'à un moment, il dit réunissons-nous. C'est juste rencontrons-nous. Et Echo répète unissons-nous parce que, enfin, et en plus, elle-même, elle a vraiment envie de s'unir avec Narcisse. Et à ce moment-là, Echo arrive et l'enlace et veut vraiment s'unir à lui et il la repousse. Mais ouais, c'est vraiment ce que tu dis. Enfin, moi, l'interprétation que j'avais lue, c'était vraiment ça. C'était le drame d'Echo, c'est qu'elle peut pas dire je. Mm. Et donc, comme elle ne se fait que l'écho de l'autre, elle n'est pas narcissisée enfin, au sens enfin, moderne du terme, euh, la rencontre, elle peut pas arriver. Et je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Euh, Je pense que tu étais en train de faire le lien entre le fait que, du coup, la rencontre entre les deux, elle est impossible parce que Echo ah ouais, ne peut pas dire je, et en fait, Narcisse ne peut pas dire nous. oui, ouais, ouais, c'est exactement ça. Mm. Et du coup, d'ailleurs, je trouve ça très beau et très triste, mais la fin d'Echo, c'est ça, c'est qu'elle est tellement terrassée de chagrin qu'elle erre dans la montagne et qu'elle se dessèche et que son corps se décompose et que bah, elle devient l'écho que nous, on connaît. Il ne reste plus que sa C'est voix ça. qui répète la fin des phrases. Et, moi, ce que j'avais vraiment aimé, donc c'est peut-être un peu savant, mais on pourra... Mais c'est cette idée que avec l'interprétation judéo-chrétienne des choses, on oppose égoïsme et altruisme, alors que là, cette première partie du mythe, elle nous raconte que c'est pas du tout opposé en fait. Il peut pas y avoir d'altérité, il peut pas y avoir d'autre s'il n'y a pas d'ego. Et c'est ça que Echo, C'est ça. et je sais pas moi ça m'avait. Ça, et n'oublions jamais, n'oublions jamais que Ovide nous dit que la déesse qui provoque ça, c'est Némésis. Ah oui. Et ça a du sens, vraiment, ça a du sens du début à la fin, parce que du coup, le fait que ce soit Némésis qui provoque... Alors, c'est pas Némésis qui provoque la rencontre Écho-Narcisse, mais c'est Némésis qui est vraiment la déesse qui est chaperonne un peu de l'histoire de Mm, Narcisse. Et en fait, c'est vraiment... toutes les rencontres que Narcisse y fait, tu peux toujours les réfléchir à l'aune de ce que la déesse Némésis, elle veut dire. mm. Et bien là, du coup, Écho...
Voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, C'est c'est fou clairement ces histoires où il y a 1000 couches d'interprétation. bienvenue dans la mythologie grecque. Ouais, ouais, non, mais c'est un puissant fond. L'île nous écrit, c'est trop beau vos lectures, l'ironie dramatique. Mais c'est ça, et du coup, je pense que ce que j'aime particulièrement dans le mythe de Narcisse, c'est justement qu'on a retenu uniquement la version d'ironie dramatique écrite par Ovide. Et j'aurais vraiment aimé voir quelles étaient les versions, tu sais, genre très sérieuses d'auteurs avant lui. Parce que, tu vois, par exemple, un auteur grec qui aurait écrit une tragédie sur Narcisse, c'est sûr et certain que les jeux de mots, les jeux d'interprétation et tout n'auraient pas du tout été les mêmes. Mm. Et d'ailleurs, c'est le moment où j'ai envie de parler d'Orphée parce que dans les textes qui nous restent des Grecs, en fait, Narcisse et Orphée, ils sont tous les deux placés dans le pack, en gros, de jeunes hommes qui sont sous la tutelle d'Artémis. Et en Mm. fait, quand tu es un jeune homme qui est sous la tutelle d'Artémis, du coup, tu as des caractéristiques comme ça qui reviennent tout le temps. Et c'est justement, comme tu disais, la quête de la beauté, la quête du sens, les jeunes hommes purs, les jeunes hommes innocents, les jeunes hommes déterminés. Du coup, cette espèce d'icône de chasseur qui vit un peu dans l'oisiveté du jour au jour, mais en fait, ça a beaucoup de sens et ça a beaucoup de réflexion, tout ça. Et généralement, le destin aussi est fatal parce que nous avons aujourd'hui dans nos constellations 2 ou 3 des chasseurs d'Artémis qui rencontrent un destin très très funeste et que Zeus console Artémis justement en mettant ces chasseurs dans les constellations. Mm. Ouais, et ça, on s'était dit, mais je crois qu'on l'a pas redit là, mais ça me rappelle, moi, j'avais l'impression que limite Narcisse, il était présenté comme un paresseux, justement, quand tu as dit oisif. Voilà, c'est ce jeune homme. Moi, je le voyais vraiment comme le beau mec qui traîne au bord de l'eau. Il y a des nymphes qui arrivent et il fait non, non. Enfin, voilà. Et en fait, c'était vraiment pas du tout ça. Et on disait tout à l'heure que la raison pour laquelle il mettait des râteaux aux nymphes, on pensait que c'était dû à son égocentrisme exacerbé. Et en fait, pas du tout. C'est justement parce qu'il était sous la tutelle d'Artémis. Et donc, une des interprétations de la tragédie de Narcisse, c'est la vieille rivalité entre Artémis, Artémis et Aphrodite, qui sont du coup deux figures parmi d'autres féminines de la mythologie, qui sont un peu du coup opposées dans le sens où Aphrodite, c'est vraiment l'amour sensuel, charnel, romantique, etc. Et Artémis, c'est la Vierge euh, qui est en quête d'absolu dans la solitude, dans la nature, et qui ne se laisse pas approcher, et qui est vraiment très sauvage. Et donc, les jeunes gens qui sont sous sa tutelle doivent un peu suivre ses préceptes de vie, et c'était le cas de Narcisse, en fait. Et encore une fois, c'est pour ça que dans le mythe, lui, la raison pour laquelle il conduit les nymphes, etc., c'est vraiment dans cette poursuite de pureté, dans ce culte qui voue à Artémis. Et c'était vraiment un jeune homme de solitude, des grands espaces. Voilà, et donc Aphrodite a voulu se venger. Et c'est donc une autre interprétation de pourquoi est-ce qu'on l'a mis face à son propre reflet. Voilà, Exactement. c'est ce que j'ai lu. Non, mais franchement, c'est une très, très. Enfin, moi, je rejoins énormément cette interprétation parce que il faut savoir que dans le panthéon grec, il y a 3 déesses qui ont fait vœu de chasteté. Et c'est Artémis, Hestia, la déesse du foyer, et Athéna, la déesse de la stratégie, tu vois. Et du coup, ces 3 déesses qui sont toujours dépeintes comme ayant une espèce de quête absolue à suivre, alors que Aphrodite, c'est la déesse, tu vois, c'est un peu la déesse des potins, tu vois. C'est un peu la déesse qu'on retrouve dans chaque histoire qui dépasse les morales humaines. C'est la déesse des dramas. C'est exactement ça, c'est la déesse des dramas. Et comment dire, et la manière dont la mythologie elle est construite, en fait, Aphrodite, comment dire, c'est fait exprès qu'Aphrodite soit la déesse qui fait des péripéties, en fait. Parce que c'est la déesse, enfin, au-dessus de tout, c'est la déesse des émotions. Et les Grecs, ils ont une lecture très très fine de justement de ce que les émotions font provoquer, ce que Mm. les émotions donnent comme action. Mm. Et donc moi j'aime beaucoup ça parce que du coup effectivement Artémis c'est celle qui n'est pas mue par ses émotions. Mm. Ouais, c'est vraiment ça.
c'est l'ascèse, quoi. Mm. L'ascèse dans la beauté, dans la... Enfin, il y a un truc un peu... Et je regardais l'heure parce que je sais que tu dois enchaîner après. Yes, Peut-être... t'inquiète, on a le temps. Et l'autre truc, j'avais essayé de te le dire tout à l'heure, mais j'avais pas trop réussi, donc je vais réessayer. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, en tout cas dans l'interprétation du mythe de Narcisse, c'est un peu les deux grandes leçons pour moi. C'était la première, bah, c'est son drame, c'était simplement de ne pas reconnaître sa propre beauté. Enfin, c'était vraiment ça. Et la deuxième, une autre interprétation possible, mais qui est un peu similaire, c'est cette idée, donc je ne sais pas exactement comment le dire, mais c'est cette idée d'avoir une toile extérieure, donc là en l'occurrence c'est l'eau, qui te renvoie une image de toi, qui te fait croire, qui te fait désirer des choses. Et en fait, là où le mythe de Narcisse nous parle de désir, en fait, la question c'est, quand on désire quelque chose, au fond, que désirons-nous? Et j'avais lu une interprétation qui faisait un parallèle entre Narcisse et le mythe de l'androgyne, tu sais, qui cherche vraiment l'unité en allant chercher vraiment Sa moitié, ouais. ouais, voilà, en allant chercher sa moitié. Et en fait, euh, c'était ça un peu que j'avais lu, c'était que Narcisse, c'était une autre histoire de ce mythe de l'androgyne. Et donc, c'est cette idée de tu peux être confronté dans ta vie, sur ton chemin, par des reflets extérieurs qui vont te faire croire que tu dois aller chercher quelque chose pour être complet, et c'est ça le désir. En fait, au fond, quand on désire quelque chose, même si c'est une personne, acheter un truc, devenir quelque chose, c'est parce qu'on a l'impression que ça va nous rendre plus complet, plus whole, enfin, complet. Et c'est enfin, moi j'aime beaucoup aussi cette interprétation un peu sur le désir, parce que ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est j'ai l'impression que ça nous parle aussi beaucoup de nous. Il y a un podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps dans l'émission de Louis Média Émotion qui s'appelle Sommes-nous maîtres de nos désirs? Et comme le mythe de Narcisse parle beaucoup de désir, c'est un peu ça, c'est se dire comment ça se fait que ce reflet crée cette espèce de soif en Narcisse qui fait qu'il a l'impression qu'il n'est pas complet lui-même et qu'il a besoin d'aller chercher ce reflet pour être complet, pour atteindre de l'unité, quoi. Voilà, je sais pas si c'était clair. Ouais, si, si, c'est très très clair. Et en fait, enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que ça me débloque plein de portes dans la tête. Je suis là, genre, ah, mais oui, et tout. Les Grecs, en fait, les Grecs, ils ont vraiment enfin, en gros, la mythologie de l'harmonie de deux qui fusionnent, c'est le truc fondateur chez les Mmh. Grecs. Les Grecs, ils ne jurent que par ça. Et du C'est coup, tu marrant, vois, c'est très yin et yang aussi, du coup. Si je oui, peux- ben, c'est ça. Non, mais c'est vrai, tu as raison parce Il y que a plein de... Civilisationnellement, il y a plein de... Enfin, même quand tu regardes la mythologie indienne, c'est ouais. vraiment cette vision du monde comme des polarités qui s'éloignent, qui se réunissent, qui se... Mm, mm. Enfin, C'est ça. Et chez les Grecs, du coup, ça se voit dès le mythe de la création de l'univers parce que au début, il n'y avait rien. Puis ensuite, il y a eu Gaïa et Ouranos. mm. Tu vois? Et ils font toujours ça, toujours, toujours. C'est toujours en paire de deux, toujours. Mm. Et, euh, et tu vois, par exemple, même la raison pour laquelle le panthéon grec tel qu'il est aujourd'hui ne sera pas destitué, c'est parce que Zeus ne trouve pas sa moitié. Parce que du coup, ouais, je vais développer. Parce que du coup, il y a dans les successions des divinités, donc tu as toujours deux divinités comme ça qui sont fécondes et qui font des générations de divinités. Et en fait, à chaque fois, ce duo de divinités, il est défait par un de leurs enfants qui prend le pouvoir à leur place. Du coup, Gaïa et Ouranos, ils sont défaits par Chronos, qui du coup rend Ouranos infertile et en le castrant d'une manière épique. Mm. Donc ça. Et ensuite, du coup, tu as Rhea et Chronos, qui sont la paire de divinités des Titans, de l'âge des Titans, qui engendrent Zeus, qui va Plus, défaire Chronos. Et en mm. fait, Zeus, la raison pour laquelle il se marie avec sa sœur Héra, et qu'ensuite il ne fera jamais d'enfant
avec une autre divinité majeure, une autre divinité féminine Ah, c'est majeure, pour ne pas avoir de moitié et pour pas et, être. et pour pas être défait par un enfant de lui qui serait meilleur que lui. Et du coup, donner une nouvelle génération de divinités après eux. C'est marrant parce que c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que ça reshape ma vision de la mythologie grecque où en fait tu retrouves ce truc que tu trouves dans plein d'autres histoires anciennes, etc. Mais c'est ce cycle de vie, mort, vie, enfin vie, réunion, mort, vie, enfin voilà, il y a vraiment un truc un peu plus cyclique. Alors que c'est vrai qu'à la base, comme on apprend, comme j'apprenais en cours de latin, la mythologie grecque, bon, je voyais, il y avait l'Olympe avec celui qui règne sur tout, c'est Zeus. Enfin, il y avait moins ce. Alors que là, on voit vraiment les cycles et comment est-ce qu'il y a une réunion de polarité à chaque recommencement de cycle, quoi. Là, c'est C'est ça. intéressant. Et tu vois, c'est pas Hmm. anodin qu'il y ait trois frères principaux dans cette génération de divinités-là. Il y a Hadès, Poséidon et Zeus. Comme ça, ils sont pas deux. Et en Hmm. divinité femelle, du coup, il y avait Héra et Déméter. Et du coup, comme elles sont deux, Déméter, elle s'exile de l'Olympe. Hmm. Elle ne siège pas à l'Olympe, elle siège Hmm. dans le monde des mortels. Trop intéressant. Bah là, il y a vraiment. Enfin, je trouve que du coup, cette histoire de dualité, j'arriverai pas à l'interpréter de manière super claire, mais entre la rencontre avec Echo, qui n'est pas vraiment une rencontre, du coup, euh, et cette dualité entre Narcisse et son reflet, et la réunion des deux, et la mort du coup de Narcisse, c'est vraiment, on est vraiment dans la même structure de scénario. Exactement. Et du coup, tu Ouais. vois, le mythe de Narcisse, dans une compréhension par les Grecs, eh ben, c'est le drame ultime, en fait. Parce que du coup, c'est vraiment la personne qui ne trouvera pas sa moitié à l'extérieur, en fait. Hmm. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, sur notre interprétation, je sais pas si tu as envie de continuer sur les mythes, mais toi, qu'est-ce que ça te dit? C'est quoi que tu retiens pour toi, ta vision, ton travail de développement personnel, ta conception de l'amour de soi, etc. Du narcissisme. Alors, moi, je suis en plein dedans là, donc. Bah, justement, du coup, j'ai fait une grosse réflexion là-dessus parce que dans le monde du coaching, je ne sais pas si tu connais cet outil-là, qui est l'outil des manières de se comparer des gens. Et du coup, ça part du principe que les gens, ils se comparent soit versus les autres, soit versus les autres idéaux, soit versus un soi idéal. Et en fait, pour Mm, moi, toute la réflexion que j'ai par rapport au développement personnel, elle part de ça, dans le sens où, dans quelle mesure est-ce que Narcisse, il n'était pas en train de fantasmer un soi idéal au moment où il voit son reflet. Et en creusant encore plus, en tirant les ficelles et tout, je me suis dit qu'en fait, il manque un truc dans le développement personnel qui est de utiliser le soi idéal pour justement reconnecter avec des parties de soi qu'on aime. Parce que du coup, s'il y a un soi idéal, ça veut dire qu'il y a des bases qu'on aime. Et moi, du coup, je l'ai fait par rapport à mon corps. Et alors comme ça a l'air, je l'imagine complètement obscur. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, OK, donc il y a une version de moi, corporellement, que j'aime et à laquelle je me sens connectée, qui n'est pas celle que je suis aujourd'hui. Et déjà, d'une, est-ce que ce reflet idéal que j'envisage, il existe? Est-ce qu'il peut exister? mm, Et dans ce cas-là, s'il peut exister, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire en termes positifs de ce que je suis aujourd'hui? Tu vois? Qu'est-ce que je peux, hem, en anglais, je dirais, tu sais, acknowledge. Qu'est-ce que je peux mm, acknowledge de ce que je suis déjà aujourd'hui? mm. Et Sans tu l'as fait du coup? Oui, je l'ai fait, bah, du coup, j'ai fait cet exercice-là et j'ai jamais perdu de poids dans ma vie et le jour où j'ai terminé cet exercice-là et où j'ai vraiment, compris quelles étaient toutes les bases corporelles avec lesquelles j'avais envie d'être connectée, et ben, Mhm. j'ai perdu du poids. Ah ouais? Mmh. J'ai commencé à perdre Non, du poids. c'est fou, notre corps, il est vraiment. Tu sais, il réagit sans qu'on en ait conscience à Mmh. tout ce qui se passe. Ah, c'est intéressant. Et
Moi, j'ai l'impression, juste pour réagir à ce que tu dis, Ouais. que cet exercice, il existe un petit peu. C'est un peu la connexion au soi du futur ou au higher self. Ah Et oui. j'ai l'impression que quand tu t'imagines ton higher self, je sais pas comment on dit ça, c'est pas du tout la. Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais ce serait un peu la meilleure version de soi. Mais Mm. quand on le fait intuitivement, on se connecte à quelque chose où c'est exactement ça, où on va exacerber, on va marquer encore plus les choses qu'on aime déjà chez nous et qui sont fécondes, enfin qui nous font, qui nous rendent très vivants et vivantes. Et donc j'ai l'impression que ça existe un peu. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le genre d'exercice qui s'apparente le mieux à ce qu'on a raconté du mythe, c'est à se confronter à ce reflet-là, et plutôt que de se perdre dedans, voir comment est-ce qu'on peut, bah là, exactement ce qui s'est passé pour toi, en le faisant d'un coup, ça te fait y aller, quoi. C'est ça. Et parce que tu aimes la base de celle que tu es au présent et qui t'emmènera vers ce reflet, quoi. Mm. Mm. Moi, j'avais une autre interprétation. Yes. En ce moment, je bosse vachement sur la notion de beauté et sur la notion, enfin sur un peu l'idée de justement reconnaître sa propre beauté. C'est quoi qui est beau chez soi, etc. Et en fait, j'avais l'impression, je me suis dit, j'adorerais me mettre. Super, on m'appelle. Je vais juste. Ce teasing, on va pas survivre. Euh, Donc je disais, ça m'a coupé. Oui, en fait, la raison pour laquelle Narcisse se voit et tombe follement amoureux de lui-même, c'est parce qu'il ne sait pas que c'est lui. Mm. Et moi, cette idée de me voir de l'extérieur et de me dire, mais waouh, enfin, il y a un peu ça, c'est-à-dire se décentrer de soi pour s'observer et pour reconnaître ce qui te rend unique, ce qui te rend beau, belle, dans tous les sens du terme. Et, et c'est hyper dur en fait. C'est un peu ce que tu dis aussi. Et, euh, et moi, c'est un peu le travail du moment. J'ai l'impression que pour moi, pendant très longtemps, l'amour de soi, ça a été vraiment connecté à prendre soin de soi et à pas avoir un dialogue intérieur pourri. Mhm. Euh, et ça vient un petit peu. Et là, j'ai l'impression qu'en plus, ce dont on parlait avec Narcisse, c'est vraiment l'amour de soi, c'est l'admiration de ce qui fait ta propre beauté. Et j'ai l'impression que ce que le mythe nous dit, point de vue développement personnel, c'est que si c'est aussi fort pour Narcisse, c'est parce qu'il ne sait pas que c'est lui. Toi, si toi, t'étais pas Céline et tu rencontrais Céline, probablement que tu reconnaîtrais la beauté de Céline beaucoup plus fort que tu peux le faire en étant à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Ouais, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire et je te rejoins 1000%. Ouais, et Mm. du coup, je trouve que c'est un travail, mais c'est encore, enfin, j'ai l'impression que tu as apprendre à prendre soin de soi, apprendre à s'apprécier, à apprécier ses qualités, apprendre à s'apprécier même quand tu es fatigué, même quand t'es pas au top de tes. Ou apprécier ses ombres, enfin tout ce dont on a parlé en travail de développement personnel. Et après, il y a ce truc de se décentrer et vraiment reconnaître ouais, sa beauté, quoi. Et reconnaître sa beauté. Et j'allais dire un dernier truc et je m'en rappelle plus. Et s'identifier sainement à ses imperfections. Et elles sont Ouais, tellement équilibrées avec ta beauté que tu trouves éclatante, parce que c'est la tienne. Et je trouve que c'est ça qui est trop beau avec le mythe de Narcisse. C'est que, et l'ironie du truc, c'est qu'il s'est trouvé super beau et il savait pas que c'était lui. c'est clair. Mm, mm. C'est Ça ça. me rappelle la chanson du boys band de Genoux, là. Euh, You don't know you're beautiful. Ah Attends. oui, 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 je vois très bien. Ah merde. Non, mais tu vois, c'était presque une qualité, Ouais, enfin, qui était valorisée, ouais, dans que la les chanson. meufs qui sont belles mais qui ne savent pas. Enfin, les Exactement. personnes qui sont belles et qui ne savent pas. Et bref, voilà.
Il y a Lille qui nous pose une question que je trouve géniale. Il dit: «C'est ouf parce que si j'y réfléchis, personne ne peut voir notre beauté profonde et globale mieux que nous-mêmes, n'est-ce pas?» Bah ouais, parce qu'on est, enfin, on nous connaît, c'est nous qui nous connaissons le mieux. Moi, je suis assez d'accord. C'est ça. Bah, ça et puis du coup, en fait, enfin, c'est vraiment l'idée de vraiment, on peut être notre pire bourreau et notre meilleur admirateur. Mm, Et en fait, c'est comment tu vas jouer avec ces 2 facettes de toi pendant toute ta vie de manière à être bien, quoi. mm, ouais, ouais. J'ai pas grand-chose à répondre. Il y a pas de souci, tu as le droit de dire «ouais». Est-ce que Ouais. vous avez des questions, les gens? Est-ce que vous avez des réactions, voilà, des revendications? J'aime bien dire ça. Est-ce que vous avez des revendications? C'est maintenant, sinon taisez-vous à jamais. Non, mais ouais, de vos points de vue ou ce genre de choses. Et du coup, pendant que vous tapez dans la petite barre, Célia va vous dire où est-ce que vous pouvez la suivre si vous voulez entendre Oui. plus de magnifiques lectures de Célia. Alors, vous pouvez me retrouver sur les internets. Donc, l'entreprise que j'ai créée, ça s'appelle Une chambre en soi. En gros, j'ai un compte Instagram, rien à voir le nom, mais bon, voilà, qui s'appelle Célia Meige, tout attaché. Donc Célia, C-E-L-I-A, Meige, M-E-I-J-E. C'est un mont des Hautes-Alpes. Et mon vrai nom, c'est Célia Mouge. Et voilà, vous pouvez me retrouver là. Pour l'instant, c'est pas. Donc sur le site internet, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter, sur le compte Instagram aussi. Et voilà, pour l'instant, je publie un peu au gré de mes envies et de mes réflexions parce que tout se construit petit à petit. Yes, Voilà. super. Et du coup, moi-même, parce que quand même, on va parler de soi. Moi, du coup, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que là, si vous voulez venir à mon premier atelier d'écriture qui aura lieu dans très exactement 12 minutes, vous pouvez toujours vous inscrire, vous pouvez toujours venir, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, bah, moi, en fait, là, ma démarche, c'est d'investir l'écriture dans le développement personnel. Et donc, on va justement aller chercher ailleurs que dans le mental. On va aller chercher via la créativité ce qu'on a envie de dépasser aujourd'hui dans nos vies de développement personnel. Et du coup, c'est l'expérience que je vous propose de vivre cet été avec moi, car cet été, je deviens un monstre de la littérature. Et donc, je vous invite à venir dans cette colonie de vacances, la colonie de vacances la plus folle de votre été. Voilà. Grave. Et je vous mettrai les liens de devenir un monstre de la littérature. J'ai trop d'offres, je suis en train de me perdre dans le nom de mes offres. Je vous conseille d'y aller. Que moi, j'ai commencé à écrire vraiment sérieusement quand je suis rentrée dans le Le cercle des cercle. écrivains de demain. À Mm. chaque fois, j'ai peur de dire le cercle des poètes disparus. C'est pas grave. Et non, mais c'est vrai que en tout cas, t'avoir rencontré, même par rebond ensuite, c'est ça qui a fait que je me suis vachement remise à écrire et que c'est devenu important pour moi. C'est redevenu important pour moi. Donc, allez-y. Oh, merci. Ça me touche. C'est vrai. C'est chouette. Toi, tu t'écris principalement des poèmes en plus. Ouais, j'écris des poèmes. J'écris un peu je fais du journal un peu esthétisé, Mm. esthétisant. J'ose pas encore les publier. Et sinon, je suis en monothème d'inspiration depuis 8 mois. J'écris beaucoup sur la montagne, voilà, et sur aussi un peu la mort, enfin la perte de quelqu'un. Mm. Mais surtout, c'est des poèmes sur la montagne, mais c'est bien aussi. Je vais voir quand est-ce que je passerai à autre chose. Voilà. C'est cool. Moi, je vous conseille ces poèmes sur la montagne qui sont publiés sur son compte Instagram. Avec Lille, on est le gang des poètes, des Insta-poètes. Ouais, grave, j'aime trop ce gang. Mais ouais. Mais en tout cas, je trouve que se replonger dans les mythes, c'est, enfin, tu vois là, quand j'ai relu tout sur Echo, j'ai trouvé ça tellement beau. Enfin, j'ai tout de suite eu envie d'écrire dessus parce que bah, ça parle de montagne aussi. Et enfin, bon, bref, c'est les mythes. Je pense que c'est une source inépuisable aussi. Ah, ça oui.
C'est clair. C'est mon devoir de balancer les mythes dans le monde comme ça. Mhm. Utilisez-les, prenez-les, faites-en ce que vous voulez. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on se dit au revoir pour que tu puisses boire un coup avant de commencer ton atelier? Je laisse 2 minutes aux gens s'ils ont envie d'écrire des petits trucs dans les commentaires et puis après on se dit au revoir. Lille qui a dit comment devenir son propre fanboy. C'est Ouais. ça. C'est notre prochaine offre, ça en plus, comment devenir son propre fanboy, non, Lille? Avec Lille, on fait des plans sur la comète. Mm. Bah, moi, je suis vraiment en plein dans ce thème de reconnaître sa beauté Mm. et en prendre soin. Et c'est pas facile, justement, avec toutes les croyances ancrées très judéo-chrétiennes, justement, et ce qui, justement, peuvent venir aussi, enfin, viennent totalement de comment on a interprété le mythe de Narcisse. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est ça. Les méchants judéo-chrétiens, ils ont tout mal interprété les mythes. Oui, c'est eux les méchants. Bill dit je décolle, gros bisous. Eh ben écoute, Bah, je te propose que nous-mêmes, nous décollions. allez, décollons. Ciao, bye bye les gens. Salut, merci Céline pour l'invitation. Eh ben de rien, j'étais ravie. Ouais, moi aussi.